Tiers livre, défi 30 jours, 30 livres, on est le 21. Et le principe, on est d'accord, je m'occupe pas des sorties, actualités, bruit du monde et tout ça, mais de ce qui compte et ce qui me fait plaisir. Et si mon plaisir vous convient pas, ben finalement, la question, ce serait qu'il y ait beaucoup plus de zigotos comme moi qu'en fasse autant. Il y en a déjà pas mal sur le web. Et puis, le puzzle se compléterait. Aujourd'hui, je parlais d'un bouquin qui est récent. Il est sorti juste là, au printemps. J'ai mis un petit moment à le lire. Je vais en reparler après. Mais rien que le titre. Voyages en sol incertain. Paf! Je suis sûr qu'il y en a déjà parmi vous qui connaissent. Le problème dans ces trucs, c'est qu'on aurait envie de tout lire. Les pelotes de tuyaux dévidés au milieu des océans font circuler la nouvelle. On annonce à la vitesse de la lumière la découverte de nouveaux gisements en Alaska. Les Indiens Gwich'in en avaient lu la prophétie dans les tripes pourries d'un caribou mort vivant, tandis qu'à l'autre bout du monde, j'allumais nonchalamment le gaz pour faire chauffer mon café sans guère penser à tout ce maillage réticulaire de fluide qui parcourt le sous-sol des villes, écoutant à peine les ondes radio qui annonçaient à la vitesse du son le nouveau gisement en Alaska. L'italienne crachote et glougloute comme un derrick de l'ancien temps, concentrant la pression noire. Le premier rayon de soleil frappe la vitre et dans le clignement d'œil du chat sur le comptoir de la cuisine, je pense apercevoir le sourire fugitif de ce chasseur qui a su lire les empreintes laissées par le gibier, mais qui, au moment de presser la détente, a croisé le regard du caribou qui, de proie, est devenu loup, et le chasseur devenu chassé par l'ironie du miroir de la vie a péri de folie à la lisière de la forêt. Ce qui le trouve contre un arbre ne s'explique pas pourquoi il n'a laissé sur le sol boueux que des empreintes de grands caribous d'où émane l'odeur du méthane et nulle trace de pas humain. Une pluie acide tombe alors qu'un renard pleure, et un chasseur abat un caribou au ventre pourri qui annonce aux humains et aux êtres invisibles la découverte de nouveaux gisements. En Alaska, le permafrost fond au nord, et aux avant-postes de l'eau qui monte, les villages Yup'lit déménagent, comme déménageront ensuite les Biloxi-Chitimacha-Choctaw de l'île Jean-Charles en Louisiane. Et en un coup d'aile de papillon sombrent aussi dans ce destin le Bangladesh et la Micronésie. À l'Agence internationale de l'énergie, on se félicite de l'effet de levier sur l'économie domestique que produisent les capitaux investis aux États-Unis dans le gaz naturel et le pétrole non conventionnel. Les tuyaux d'acier et les pompes à pression qu'en manufacture ici rendent le sourire aux équipementiers, tandis qu'au large du golfe du Mexique, on voit proliférer les méduses d'acier des plateformes. Les nouvelles du nouveau monde s'entrelacent en pelotes de tuyaux dévidés au milieu des océans. Elles remontent des profondeurs comme des anguilles en mer, des sargasses. Elles électrisent les terres continentales comme les îles et jusqu'au plus haut des montagnes. Elles se disséminent en faisceaux qui scintillent sous nos pieds avant de venir clignoter dans nos tempes, qui sculptent les comportements et usages jusque dans les modelés ourlés de la pensée, où arrive entre mille et une la nouvelle de la découverte de nouveaux gisements en Alaska. Nouvelle qui ouvre peut-être une ligne inédite de songes qui sera confusément déroulée dans l'ordinaire du jour entre la liste des courses et la vidange de la voiture, à moins qu'elle ne s'efface déloger des méandres de la conscience par une préoccupation soudaine. Oh merde, j'ai encore laissé bouillir le café, ça devient une habitude. Dans son recueil Feuilles d'herbe, Walt Whitman évoque les lignes déployées de son temps. Progrès des communications, industrie, transports intercontinentaux, force de la vapeur, grand train express, gaz, pétrole, tous ces triomphes de notre époque, le fragile câble sous l'Atlantique, le chemin de fer jusqu'au Pacifique, le canal de Suez, les tunnels du Mont-Cenis, du Saint-Gothard et du Houssac, le pont de Brooklyn, notre planète sillonnée en tous sens de rails, de lignes de navires à vapeur faisant navette sur toutes les mers. C'est la rondeur du globe contemporain que je mets à tes pieds. Et toi, Amérique, toi et ta descendance à la progression vertigineuse, toi surtout qui dépasse tout,
Le monde, en hauteur, flanqué de la victoire sur ta gauche et sur ta droite du droit, toi, l'union, englobant, fusionnant, absorbant, tolérant tout, toi, éternellement, sois mon poème, voici ce qui, de ligne en ligne, s'annonce comme destinée planétaire et force géologique. Le principe est simple. Mathieu Duperex, c'est un mec de Toulouse. Le site s'appelle Urbain, trop urbain, référence Nietzsche. Cherchez Urbain, trop urbain, vous trouverez facilement lui et puis Claire Dutray qui l'accompagne dans ses expériences. On a déjà souvent parlé ici. Ils ont fait tout un voyage par exemple sur le périphérique intérieur de Toulouse. Et puis cette expérience, pour ceux qui connaissent Mathieu, on a pu la suivre sur les réseaux. On l'a suivi en Louisiane. Il y a 3 ans. Moi, j'étais pile à ce moment à Providence, en train de travailler sur les manuscrits de Lovecraft. Donc, j'étais dans le même fuseau horaire que Mathieu, et lui explorant le delta du Mississippi. Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? À ce moment-là, on ne savait pas. Lui, il savait. Par contre, ce qu'on a su, c'est... moi, ça m'est arrivé combien de fois aux US, en train de photographier un beau bloc, parce que c'est beau, ça fait truc architectural à la Schiller. Bon, ben lui, photographier une raffinerie en Louisiane, il s'est retrouvé dans un pénitentiaire, combinaison orange, et puis il a fallu quasi une semaine aux avocats, consuls et tout le truc pour extirper. Bah ouais, mais c'est quoi? Un intello de Toulouse équipé d'un appareil photo et capable de poésie. Ça fait mal au capitalisme en train de râper la planète. Alors bon, le livre de Mathieu, le travail de Mathieu sur la Louisiane, on savait que ça allait venir, c'est pas la peine de se presser. Simplement, quelques temps après, on le retrouve à Marseille. Et là, Marseille, moi, dans des coins que je connais par cœur, entre Fos-sur-Mer, Gardanne, les usines d'aluminium, les boues rouges, Port-de-Bouc, où il y avait un cousin de ma grand-mère dans le temps avec ses raffineries. Et puis là, delta du Rhône, et Mathieu en train de refaire le coup de la Louisiane sur le delta du Rhône. Bon, très bien, il est en train de... Parfait. Et puis arrive, voyage en sol incertain. Et là, le bouquin, complètement dingue. C'est-à-dire que les deux deltas, le delta du Rhône et le delta du Mississippi, se recouvrent l'un sur l'autre. Et du coup, qu'est-ce qui apparaît? Vous savez, comme dans ces vues stéréoscopiques, apparaît le rapport entre l'homme et la transformation du paysage. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une notion de nature indépendante des bons hommes? C'est ça qui vole en éclats. C'est-à-dire que notre rapport aujourd'hui, pour essayer de nous conduire nous-mêmes dans un peu de responsabilité, mais cette responsabilité, qu'est-ce qu'elle implique de résistance, de subversion? Tiens, aujourd'hui, marche contre le climat. Voilà, je fais tout seul, dans ma piole, ma manif contre le climat, enfin contre ceux qui nous emmerdent à dérégler sans cesse le climat pour leurs histoires de loi, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ma manif, c'est Mathieu Duperex. Voyage en sol incertain. Et alors, comme tous les grands livres, je le dis, mais vraiment avec gravité, c'est le livre le plus important qu'il m'était donné de lire tout l'an dernier. Qu'est-ce que ça veut dire, un livre important? C'est comme Flusser, c'est comme Judith Schlanger, c'est des gens qui reconfigurent le rapport du langage au monde. On va en reparler de ça avec Yves Bonnefoy et tout ça. On n'en sort pas de ça. Ça paraît simple, ça paraît con de dire ça. Bah ouais, mais tout d'un coup, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle réel, c'est comment nous percevons ce qui est en dehors de nous, les choses et la nature. Et tout d'un coup, si vous décalez le concept de nature, tout simplement parce qu'on peut aujourd'hui aller plus loin dans le dépli historique de la constitution du concept de nature. Ouais, je sais, c'est compliqué. Ouais, je sais, c'est chiant. Mais lui, attention. Mais surtout, en quoi la configuration humaine de nos paysages urbains d'aujourd'hui a commencé il y a très 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 longtemps. D'ailleurs, on retrouve, par exemple, je parlais dans ce livre sur les choses et non-choses de Flusser, et puis son livre sur nature et culture. Le premier chapitre, c'est « Pourquoi une route est ici ? Pourquoi un pont est ici ?» Et puis, je ne veux pas m'attarder, parce que sinon je vais passer 3 heures, et je voudrais vous en lire 2 extraits. Alors pourquoi je dis que ce bouquin est mal foutu? Parce que Duperex, il se prend pour un savant au lieu de se prendre pour un poète. Ça veut dire que, je me donne le droit de faire de la poésie, je mets ça tout à la fin du livre, et je vous assure qu'on pourrait même se le prendre en slam, si je savais slammer
et recouvre par capillarité les cartes oniriques qui disaient l'emplacement des ancêtres et des dieux, qui répertoriaient la course d'empreintes de la proie et le chant du monde bruissant des âmes sauvages, qui indiquaient les sinuosités mystérieuses des lignes de vie dont l'entrelacement forme le paysage habité, ce paysage vécu au travers des multiples cosmopathies dont la perception sensible était l'anticipation et dont les exercices de lecture de la Terre nous livrent encore quelques bribes et reliefs disloqués. Exercice de lecture de la Terre. Je vais quand même vous en lire des bouts. Alors pourquoi je dis que c'est mal branlé? Parce qu'il y a ce truc à la fin qui est transcendant, avec Whitman au milieu, avec prenez un cas, avec vous prenez la nouvelle qui se répand par Internet, découverte de nouveaux gisements de pétrole en Alaska, et puis tout les requins qui arrivent là-dessus, et puis tout d'un coup, le fait que ce soit la peau de la planète. À un moment, il utilise ça, cette expression, la peau de la Terre. Et par contre, il y a une préface, mais alors je vous dis pas. Ça s'appelle « Entrée en matière ». Alors, waouh, il n'y a rien, aucun problème. Et ça fait que 30 pages. Il y a 10 pages de remerciements d'ailleurs. Ouais, je ne suis pas remercié dedans, mais il y a Bruno Latour, par exemple. No matter. 30 pages que quand vous les prenez, c'est du Adorno. C'est-à-dire que tout d'un coup, delta du Rhône, delta du Mississippi, ces territoires enfantés par le panache capricieux du fleuve charriant les alluvions de tout un pays, et ça part sur justement l'exposé de cette théorie. Et quand on ne comprend pas, pourquoi on ne comprend pas? Ouais, on comprend, ligne à ligne, on comprend. Mais ce n'est pas notre façon de lire les lignes de la Terre. Du coup, on est tellement troublé qu'on se dit « Waouh, c'est bien, il faut que je fasse ce travail. » C'est comme prendre un bon médicament. Simplement ensuite, bon, je passe sur c'est une très belle collection, édition Wild Project, WILD-PROJECT. Ils ont un catalogue formidable comme ça. Alors c'est là l'enjeu aussi. Je m'excuse, je suis dispersé, mais c'est un petit peu normal. Il y a longtemps qu'aux USA, Rick Bass et tout ça, on a ce courant du nature writing. Les écrits liés à la nature. Quelque chose qui aurait même pu commencer avec Richard Brautigan. Et c'est pas rien, pour nous c'est constituant. Simplement, est-ce que là, on est dans le nature writing? Non. On est dans comment notre appréhension politique du monde et notre appréhension géographique. Écoutez ma petite vidéo sur Julien Gracq, l'importance de la géographie, puis ce type qui voulait me donner des leçons là-dessus. Il y a notre lecture de la ville, via Jean-Christophe Bailly, via Michel Lussot. On est dans une relation où langage-chose n'est pas une énonciation de sujet, mais une énonciation de la relation qu'on a à la complexité stratifiée, politique, historique de ce qui nous entoure. Et puis, on rajoute aujourd'hui l'éthique et la responsabilité. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change au geste? Qu'est-ce que ça change au geste le plus minuscule? Qu'est-ce que ça change aux usages? Alors évidemment, tout ça ressemble à de la potion amère. Mais simplement, avec Mathieu Duperrex, on a une preuve, comme Bailly sur la ville, que s'installe sur des compréhensions nouvelles du monde. Tiens, je rajouterais bien Gilles Clément, son travail sur le promeneur, que s'installe dans la possibilité de récit et le lieu d'énonciation du langage. S'il y a Walt Whitman ici, c'est pas un hasard. Il y aurait pu aussi y avoir Thoreau. Des formes de récit où cette idée du sujet volatilisé, où est l'homme? Où est l'homme dans ce récit? Sinon celui qui se dépouille pour avancer et énoncer. Sa poésie, elle est dans ce qu'il décrit. Notre attention romanesque, elle est dans le fait qu'on en appelle à ce qui nous entoure pour entrer dans ce récit. Et ensuite, c'est une alternance. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y a des beaux dessins dans le livre, mais c'est pas trop moi, ce qui m'a retenu. Mais c'est des chapitres de 4 pages, de 3 pages, de 3 pages. Et ça alterne. C'est-à-dire que Mathieu Duperrex déambule. Simplement, il y a 15 ans qu'il déambule. À la fois en Louisiane, et puis il raconte le bonhomme qu'il croise. Et puis à la fois autour de Marseille, entre Marseille et Port-de-Bouc et Gardanne et les Boues Rouges. Et tout d'un coup, la superposition elle s'installe parce que ce type continue tout le temps
La même déambulation, avec les signes, les stations-service, les bagnoles, le truc où on s'arrête bouffer. Et puis que, du coup, la superposition s'installe parce que c'est la même énonciation et qu'elle est géographique et qu'elle est poétique. Voilà, en gros, ça suffirait. Et puis, tenez, ben, allez vite vous l'acheter. Il y a le lien juste en dessous si vous voulez le commander direct. Si ça vous plaît pas, je vous le rembourse. J'aurai toujours à l'offrir. La Camargue est une invention humaine. La beauté sauvage de ces paysages est un mythe de fondation. C'est un delta agro-industriel, voilà tout. Un équilibre entre le monopole saligné de Péchinet et les syndicats et groupements agricoles. L'histoire économique de l'île de Camargue est sujette aux variations de poids, tendance d'un grand hémicycle où débattent les eaux douces, salées et saumâtres. Tout est affaire de conciliation politique entre ces trois composantes. Je ne peux croiser sur mon chemin la ligne tendue d'un canal, d'une roubine, sans me poser la question de sa fonction dans ce grand réseau de pouvoir. Assainissement, ressuyage du sol, irrigation, drainage, vidange. Après la crue du Rhône de 1856 qui causa d'énormes dégâts, Napoléon III fit construire des digues sur le fleuve et décréta l'aménagement de ces territoires à l'aide de roubines et d'égouts. Les sauniers, les éleveurs, les viticulteurs, les céréaliers investirent, composèrent, ils le font encore. Ces diplomaties s'étendent au milieu naturel et à la profusion d'espèces qui les habitent. Une sympathie écologique lie tous ces êtres, ou plus modestement, une solidarité forcée, car les attachements ne sont pas forcément convergents. Mais les touristes, ados de Camarguais, ne viennent pas voir cela. Comment les en blâmer? Ce sol sans aucune roche, ces joncs, ces roselières, cette vase, ce sable, ce sel, c'est une soupe primordiale, le premier temps de la Genèse. C'est un geste avorté par l'indécision d'affectation qui lègue un royaume dont on ne sait s'il sera maritime ou terrestre. Rien n'est joué. Ainsi ce pays devint-il dépositaire des imaginaires de générations persistant à mesurer leur liberté à l'aune des résistances ou bien des présents que leur offrait quelque chose comme la nature indomptée. Ce sont à leur manière les sédiments de ce pays. Un jour pas si lointain, on a embarqué de nouveau ce territoire dans la fabulation d'enfance. Cette fois-ci, Napoléon n'y était pour rien. Le delta, s'est-on figuré, serait le nouveau western. Les gitans seraient les sioux du Wild West. Et tout, des taureaux aux chevaux, des arlésiennes au trident des gardians, a été réinventé dans une grande symphonie paysagère en costume, car le folklore et les habits traditionnels du Gardien ont eux aussi été fabulés. Ils n'existeraient pas tels que les touristes les découvrent en pays d'Arles, sans l'admiration que le marquis Folco de Baroncelli portait à Buffalo Bill, lequel était en tournée française l'année 1905. J'ai vu avec émotion l'affiche de son spectacle dans les réserves du Mucem à Marseille, le Wild West Show. C'est Folco de Baroncelli qui invite les Sioux de Buffalo Bill à chasser sur ces terres de Camargue. C'est lui qui encourage encore l'acteur et réalisateur Joe Hamann à tourner des westerns au Sainte-Marie-de-la-Mer plutôt que dans les carrières de calcaire de la Seine, qu'à cela ne tienne. Les gitans de la manade seront les Sioux du Wild West. Il lui fournit des chevaux, des figurants, ainsi que sa belle collection d'objets indiens. Et Crin Blanc est tourné dans ces mêmes paysages où on perpétua le western français à coups d'attaques répétées du vapeur d'Arles, souvent d'ailleurs sans en aviser la compagnie de chemin de fer. Ouais. Crin Blanc participe de cette mythologie qui a fait de la Camargue une destination touristique improbable et où l'on va faire une promenade à cheval aux caravanes du shérif. Moi, je me rappelle surtout de Fernandel, qui libère son vieux cheval blanc, dénommé Ulysse, à l'étang de Vaccarès. Je serais quand même terminé par un tout petit bout de Camargue. Ouais, alors ce que je dis, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, mais enfin bon, Mathieu, moi j'aurais vraiment mis tout ce grand truc poétique là, de Walt Whitman, et puis l'histoire de l'Alaska, là, ce grand truc avec des versets, la Saint John Perse, je l'aurais mis au début. Et en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que une fois que j'ai lu une fois que je me suis embarqué dans un coup de Camargue, un coup de Louisiane et tout ça, que j'ai oublié aussi l'histoire de Mathieu avec son truc de bagnard, et puis Élisée Reclus aussi, Élisée Reclus, qui est allé en Amérique, qui a raconté la traversée Amérique, tout ça. Bon, une fois que j'ai compris ce truc, je l'ai lu, ahuri. C'est beau, c'est tellement beau, on se régale partout. Et ensuite, je suis revenu à la préface, et cette fois-là, je comprenais tout. Donc, cette introduction, moi, je l'aurais mise plutôt à la fin. Monsieur a son doctorat maintenant, de je sais pas quoi d'ailleurs.
Et on finit par un petit bout de Louisiane. Alors, qui sont ces foutus ragondins? Toujours pareil, le problème des livres, c'est qu'on retrouve jamais ce qu'on cherche. Je crois que j'avais mis un petit repère, mais non. En Camargue, on les empoisonne administrativement, avec force d'arrêtés préfectoraux. En Louisiane, les ragondins sont piégés et tirés au fusil par les chasseurs et des primes versées pour le rabattage. C'est donc à présent 5 $ par queue de ragondin qu'on peut empocher grâce au programme public d'éradication qui a été mis en place voici 15 ans. Ça se passe souvent comme ça quand la période des comptes arrive. Une remorque de caravane est posée sur un parking, au milieu de nulle part, avec un groupe électrogène à côté, pour alimenter l'énorme congélo dedans et le matériel nécessaire à l'employé du Wildlife Department, ordinateur, imprimante, néon pour la lumière, ventilateur pour l'air frais. Les trappeurs arrivent avec de grosses caisses isothermes ou bien des sacs. Dedans, il y a toutes les queues des ragondins qu'ils ont piégés ou tirés dans la saison. Elles sont laides, avec des poils soyeux et par-dessus. L'employé les saisit par poignées entières. On dirait qu'il a attaché une touffe à la gorgone. Les queues de ragondins sont raides, noires, de 30 à 40 cm. La comptabilité faite, on inscrit sur un post-it le nombre d'unités par colis que le trappeur peut revendiquer. C'est consigné dans un tableur Excel. Le chasseur de primes touche ses 5 $ par queue. Et voilà, c'est tout pour le notariat de la vie sauvage. 350 000 par an enregistrés, en moyenne. Le jackpot. La saison débute le 20 novembre, se prolonge jusqu'à la fin mars, le pic de prise étant souvent au mois de février avec les frimas. Ce n'est pourtant pas si facile de piéger l'animal. Il est relativement mobile, se déplace en famille élargie. Il faut toujours changer les pièges d'endroit. Les 3/4 des prises sont donc au fusil avec les techniques de chasse classiques. J'ai même vu une fois une publicité à prétention érotique avec une jolie fille dévêtue prenant la pose dans les marais aux côtés d'un chasseur costaud, la gueule soigneusement peinturlurée en vert camouflage et brandissant à bout de bras 3 ragondins de 6 kilos pièce. Je sais qu'on se risque à vendre dans le marais Poitevin des rillettes artisanales de ragondins. En vallée de la Loire aussi, j'en ai mangé moi. Je sais qu'on se risque à vendre dans le marais Poitevin, je me reprends sans commentaire, des rillettes artisanales de ragondins, mais comme à l'accoutumée, on trouve toujours aux États-Unis une manière à élever le niveau du débat. Dans un roman de l'écrivain cajun Tim Gautreaux, The Next Step in the Dance, je me souviens d'un passage épique de chasse aux ragondins. Les protagonistes sont un jeune couple qui crève de faim suite à une crise économique de l'industrie pétrolière ayant mis tout le monde sur la paille. Dans un skiff, une grande barque à fond plat qu'utilisent les braconniers, ils pagayent dans les chenaux étroits des marais et la fille dégomme à la Winchester quelques 70 bestioles durant la soirée. Une conserverie locale qui fait de la pâtée pour chien leur en donne 2 $ pièce la carcasse, de quoi survivre un peu. De quoi sont donc coupables les ragondins? Au même titre que le moustique venu à l'époque coloniale française, ou que la hyacinthe d'eau importée comme plante d'agrément en 1884. La nutria, le nom qu'on lui donne ici, fait partie des migrants indésirables qui se sont tenacement implantés. Lui est venu d'Argentine. Il a d'abord été importé en Californie en 1899 en vue d'élevage pour sa fourrure. La famille McIlhenny, à qui on doit la sauce Tabasco, en a acheté quelques-uns durant la Grande Dépression. Certains se sont échappés de leur parc d'Avery Highland et ont commencé leur vie dans les marais côtiers. Comme ils étaient encore un débouché profitable pour leur fourrure, les trappeurs ont régulé leur population jusque dans les années 1980. On a aussi cru un temps qu'ils débarrasseraient les marais des hyacinthes d'eau. Mais non, après quoi leur nombre a explosé. Ils dévorent les herbes des marais, ce qui exacerbe l'érosion. Depuis 2001, le ragondin aurait ainsi converti au moins 60 km² de terre solide en pure soupe. Selon le Wildlife Department, qui publie ces chiffres, une femelle ragondin est féconde à peine 2 jours après avoir mis bas sa dernière portée. Et qui plus est, les petits ragondins naissent tout équipés, avec fourrure et yeux grands ouverts, prêts à dévorer le monde. Ils mangent aussi les cannes à sucre, le riz. Leur appétit et leur instinct de fouisseur auraient même une forte incidence sur le système des levées naturelles de la bouche du Mississippi. Sans vouloir contester l'impact de cet animal sur l'écosystème des zones humides,
Je me dis que le grand régulateur qui prétend équilibrer la place respective de chacun dans l'implacable hiérarchie du vivant ferait bien de jeter aussi un œil ailleurs. Un demi-hectare de terre disparaît toutes les heures, plus de 50 km² par an. Depuis 1932, la perte serait supérieure à 3000 km², soit 2 fois la Camargue. C'est l'érosion côtière la plus rapide au monde. Certes, le rythme de dilution des côtes de la Louisiane a un peu ralenti entre 2010 et 2018. Ce n'est plus un terrain de football toutes les heures, mais toutes les 100 minutes. Il en fallait seulement 34 en 1978. La baisse relative de l'activité cyclonique est un facteur d'explication de ce ralentissement. Il y a aussi qu'au plus fort de la période de perte des terres humides de l'État de Louisiane, dans les années 1970, les compagnies pétrolières et gazières foraient partout, continuaient à construire des canaux, posant des pipelines à travers l'ensemble du territoire. Les sédiments enlevés par les dragages représentaient une perte significative, quasiment irréversible, favorisant les entrées salines dans les marais d'eau douce, les puits de gaz de pétrole onshore, ayant progressivement laissé place à l'appétit de prospection offshore dans le golfe du Mexique. On comprend cette déprise relative en dépit d'une présence grandissante de l'industrie pétrolière. Vous suivez? C'est costaud quand même. En attendant, hors de question pour les pétroliers de reboucher leurs chenaux. On ne leur a pas encore trouvé de bounty killers assez invasifs. Ironiquement, l'estuaire de Barataria Terrebonne, balafré par des centaines de canaux artificiels, est le plus exposé aux prétendus ravages du ragondin. C'est là que vivent la plupart des Indiens Humas, ceux qui viennent d'être officiellement reconnus comme premiers réfugiés climatiques des États-Unis. Ceux-là dont parle Frank Smith dans Katrina. Salut, Frank Smith. Les habitants de l'île de Jean-Charles. À allure régulière, tu franchis le bayou du Chien, le lac Biote, le bayou des Amoureux, le bayou Négresse, le bail Castagnier, la baie de l'Ours, le Grand Bayou, le lac Fidélité, le Raccourci Bay, le lac Bar, la Terrebonne Bay, le bayou Netchouchpa, le bail Touch Me Not, le Timbalier Bay, la baie Couteau, le bayou Sauveur, le bayou Little Caillou, le lac Decade, le bayou Black Blue, Tigre, le lac Long, la baie Courante, le Pas des Illettes, le bayou Chevreau, le Grand Bayou Fort Blanc, le baie Plate, le lac Penchant, le bayou Saint-Denis. Ce sont des noms, des lieux que tu donnes sur tous les tons possibles, à toutes les hauteurs, des flux imprévus. Tu les creuses, tu les ranges. Ça y est, tu es dedans. Ouais, tu es comme le ragondin, ces terres. Tu les creuses, tu les ronges, et moi avec, et la mémoire des humains aussi. Mathieu Dupérex, voyage en sol incertain. J'ai juste à rajouter en codicile que son séjour à Marseille, Camargue, Fos-Sumer, Port-de-Bouc et Gardanne, il était soutenu par la villa La Marelle, Pascal Jourdana, et que La Marelle, c'est des résidences numériques, donc des projets numériques, et que tout un ensemble où je suppose qu'on aura des photos, des cartes, des liens hypertextes et tout ça, on est pas mal à l'attendre, ça débarque, et donc voyage en sol incertain, rien qu'avec ce travail de livre, non pas augmenté parce que j'aime pas ce truc-là, mais d'écosystème, à partir de quoi le texte, la poétique du texte, garde ça, son centre d'arborescence. Ça va arriver là dans les semaines à venir, et on n'a pas fini d'en parler. C'est des gens que j'estime, respecte pleinement, avec un gros merci.